go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 26e épisode du Faceful Podcast, un épisode 2 semaines après le dernier puisqu'on a profité des fêtes en famille et donc on va pouvoir débriefer 2 matchs aujourd'hui. Avec moi, je suis accompagné d'Olivier pour débriefer ces 2 matchs. Salut Olivier. Salut à tous. Alors, 2 matchs du coup ont eu lieu. Le premier c'était face aux Seahawks où on a gagné 21-13, le second contre les Commanders, une grosse victoire 37-20. On va commencer évidemment par le match contre les Seahawks, notre ennemi de division. 21-13, un match, pas vraiment un match d'attaque, mais un match largement suffisant. Et l'important a été la victoire. T'en as pensé quoi, toi, Olivier, de ce match ? Bah écoute, quand on en avait parlé juste avant, je faisais partie des plus inquiets. Moi, j'avais ces genres de matchs qui me plaisent pas. Match de division, je suis toujours inquiet, surtout avec les Seahawks. Vous voyez une victoire très large, elle n'a pas été si large que ça. Même si on était beaucoup plus fort qu'eux, il n'y a pas photo. Il faut pas aller chercher midi à 14h. Mais c'est toujours des matchs compliqués. On s'en est bien sorti. C'était donc il y a 15 jours, le petit Purdy, il a fait un bon petit match aussi. Même si, parce qu'on en reparlera plus en détail sur le match des Commanders qui est plus frais dans les mémoires de tout le monde, c'est bien entendu perfectible. Mais finalement, on a quand même roulé sur l'adversaire et quand on joue comme on joue en ce moment, les exécutions sont parfaites en attaque comme en défense, on joue avec intensité, il n'y a pas trop de risques. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a eu 21-13, donc le score paraît pas large, mais j'ai jamais senti durant tout le match qu'on pouvait perdre en fait. On a été largement supérieur, notamment une nouvelle fois, et de toute façon c'est un petit peu la classique depuis le début de la saison, une nouvelle fois en défense où on a été extrêmement dominant. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas eu grand-chose à craindre. C'est vrai qu'on finit qu'à une seule possession, 8 points c'est une seule possession, mais au final, il n'y a pas vraiment eu photo. Sur tous les aspects du jeu, on était dominant. Purdy, comme tu l'as dit, a fait encore un très très bon match. Donc non, ouais, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à redire. En face, les Seahawks, c'est les Seahawks de cette année, quoi. C'est une équipe qui est poil à gratter. On n'attendait pas forcément à ce niveau, donc c'est bien pour eux qui tiennent face à nous. Mais en vrai, face à une équipe comme San Francisco qui est déjà qualifiée en playoff et qui est prétendant à plus loin, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, vu surtout notre lancée actuelle. On en reparlera après. Est-ce qu'il y a un joueur, parce qu'on va être assez rapide, je pense, sur les 2 matchs dans l'ensemble, hein, est-ce qu'il y a un joueur ou un aspect du jeu que tu as particulièrement apprécié dans ce match ? Moi, ce que j'ai apprécié sur ce match, c'est qu'on a, là c'est facile de le dire maintenant, mais on avait retrouvé le vrai George Kittle. On a retrouvé le monsieur qui fait des différences, qui prend des ballons, qui met des touchdowns, qui fait, voilà. Donc ça nous avait manqué pendant un petit moment, et là on l'a retrouvé. Et quand il joue à ce niveau-là et quand il reste en bonne santé, il est exceptionnel. Et quand il joue à ce niveau-là, il redevient le meilleur tight end de la ligue à égalité avec Travis Kelce. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et bon, on va en parler sur le match des Commanders, mais pour moi, c'est la résultante de tout ça. Purdy, comme tout jeune quarterback, a besoin d'avoir un bon tight end et avec Kittle à ce niveau-là, on est tranquille. Ah oui, non, c'est clair. De toute façon, quand tu as George Kittle, tu es généralement assez tranquille. Pour moi, je pense qu'on en reparlera aussi dans le match des Commanders, mais pour moi, c'est sûrement le MVP de ces 2 matchs parce qu'on a retrouvé le George Kittle qu'on aime. Il est toujours aussi fort au bloc, mais on avait l'impression depuis le début de la saison, et puis même surtout l'année dernière, qu'il avait perdu un peu de son impact dans le jeu de passe. Puis là, sur les 2 matchs, il n'y a rien à dire. Sur le match de Seattle, on en reparlera sur Washington, mais sur le match de Seattle, c'est 4 réceptions, 93 yards de touchdown. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est des stats absolument fantastiques. Moi, j'aimerais revenir sur une action qui m'a beaucoup marqué dans ce match. C'est le premier touchdown de George Kittle. On en a beaucoup parlé. La double feinte sur des passes croisées, sur des courses. La double feinte de Purdy, c'est quand même un jeu assez impressionnant, même si la défense de Seattle n'est pas forcément une top défense en NFL, mais c'est quand même un jeu assez impressionnant. Ce qu'il y a d'exceptionnel à l'heure actuelle, c'est que, et ça c'est pour mettre une petite pierre dans le jardin de Kevin, c'est qu'on a retrouvé aussi du Shanahan très inspiré.
On a retrouvé du Kyle à très haut niveau. On dirait que comme je sais pas ce qui s'est passé, mais avec le gamin, il tente, joue, essaye. Et Purdy, il est fabuleux là-dedans parce que il tente, il joue sans pression, il sait quoi qu'il arrive, même s'il est nul, il sortira pas du terrain. Il a des mecs autour, c'est des bombes, et donc il tente des choses. Et je pense que c'est ce qui va rendre cher pas mal d'équipes jusqu'à la fin de saison, parce qu'il y a vraiment ce côté. On ne sait pas nous, en tant que fans de San Francisco, on ne sait pas ce qui va se passer, mais les mecs en face, voilà, la double feinte, ça joue à un niveau. C'est des jeux qu'on n'avait pas vus depuis qu'on avait Garoppolo, et sans mettre, je ne remets pas en cause les qualités de Jimmy, c'est pas ça. Mais là, on retrouve vraiment une volonté vraiment de surprendre à tous les niveaux, en se disant, de toute façon, on va tester avec le gosse, et si ça se passe bien, ça se passe bien. Et à l'heure actuelle, lui joue, il son petit nuage, donc c'est vraiment, on voit des jeux que ça faisait longtemps qu'on n'est pas vu à San Francisco. On se retrouve plus avec des jeux qui ressemblent aux jeux de ce qui est à la mode maintenant, des Mahomes et compagnie, parce que même des fois, on a l'impression qu'il va tenter quelque chose, c'est pas prévu, il va se retourner, puis d'un coup, il va jeter le ballon en travers. Et à l'heure actuelle, même quand il va se faire intercepter, 9 fois sur 10, alléluia, ça tombe dans les mains du bon, ou ça rebondit, et le défenseur adverse ne fait pas l'interception. Donc, pourvu que ça dure. Hein. Ouais, c'est ça, la réussite, elle est totale. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai une impression aussi un peu particulière, enfin pas particulière, mais avec Purdy, c'est que quand il a le ballon dans les mains, dans sa poche, il me fait pas peur. Là où je pouvais avoir personnellement de temps en temps peur de Garoppolo, je trouvais qu'il, dans son langage corporel, il y avait une tendance à peut-être stresser ou je sais pas. Je trouve que Purdy est étonnamment serein. Il a pas l'air du tout d'avoir de pression, il est tranquille en fait. Donc je sais pas, en fait j'ai confiance en Purdy là où j'avais peut-être un petit peu moins confiance en Garoppolo, mais ça c'est des trucs qu'on avait déjà dit auparavant dans la saison où j'ai pas une grande confiance en Jimmy Garoppolo. Là j'ai plus confiance en Brock Purdy qu'en Jimmy. Ouais, alors sur le Jimmy des années précédentes, je te rejoins. Sur le Jimmy de cette année, je suis pas d'accord. On avait, moi, j'ai vanté un nombre de fois incalculable son travail de petit pas qui lui permettait de se déplacer. D'ailleurs, je me rappelle d'un touchdown pour McCaffrey sur une action, je crois que c'est contre les Rams où Jimmy garde la balle, il se décale, puis d'un coup, il va chercher la balle complètement en fond de end zone où McCaffrey fait son touchdown, où il fait la super extension. Ça, il le faisait pas l'année dernière. Donc là, je pense qu'il y avait aussi une capacité physique. Après, Purdy, lui, il est tout neuf, tout beau, tout propre. Il n'est pas blessé. On va toucher du bois qu'on ne gagne pas le Super Bowl avec le quatrième quarterback. Mais voilà, je veux dire, je pense aussi que le gars, c'est la chance de sa vie. Il joue dans l'une des franchises les plus mythiques de la NFL. Il se retrouve quarterback titulaire. Les gars, si vous avez vu le film L'Enfer du dimanche, c'est Willy Limon. Hein. Je veux dire, c'est le troisième quarterback. Hein. Et puis d'un coup, il se retrouve. Lui, avec le même numéro en plus. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc, j'ai vraiment l'impression, quand on le voit, il apporte, là où je suis d'accord avec toi, il apporte ce côté frais. Ouais, il n'a pas peur. Et puis, en même temps, il a Trent Williams pour le protéger, donc ça aide aussi à ne pas avoir trop peur non plus, je pense. Plus les gars qu'on a devant, les Banks et compagnie, ça va, quoi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a cette impression. Et voilà. Purdy, je pourrais en parler pendant longtemps parce que moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas encore montés dans le train de la hype parce que j'aime pas me hyper au bout de 2 matchs ni de 3 matchs. Mais j'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais un jour, il va avoir un match un peu difficile. Est-ce qu'il va être capable de rebondir directement? C'est ma question. C'est une très bonne question. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. On va passer au top et au flop de ce match-là. Évidemment, après toute victoire, on commence par les tops. Quel est ton top de ce match contre Seattle? Numéro 85, George Kittle. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, on a retrouvé notre Big George comme on l'aime. Et il n'y a rien de plus à ajouter. Tu as donné ses stats. Il a touché, il fait 4 réceptions, il fait quasiment 100 yards, il met 2 touchdowns. Tu prends ça, tu donnes cette ligne de stats, tu dis c'est quoi comme poste? Tu vas dire c'est le receveur numéro 1 d'une équipe et d'une grosse équipe. Le gars, il est tight end, et en plus, il bloque. En plus, voilà, quand tu l'écoutes sur le bord de terrain, chaque fois qu'il a un micro, il a pleuré de rire. Il est exceptionnel, il a une mentalité hors du commun. Non, j'adore ce gars. J'adore ce gars. Et quand en plus, il est à ce niveau-là, offensivement, offensivement, je m'entends, ce qu'on appelle offensivement, le fait de marquer des touchdowns, voilà, c'est du pur bonheur. Oui, je suis d'accord avec toi, pas grand chose à rajouter là-dessus. Moi, mon top, ce sera sur ce match-là, Talanoa Hufanga. Je l'ai trouvé au four et au moulin vraiment sur ce match-là, il était vraiment partout. Il termine avec un sac. Il y a beaucoup de
de percussion. Et on pense évidemment à cette action où il va plaquer Geno Smith. Et il en rajoute un peu, il continue un petit peu son geste. C'est un peu. C'est du match de division, c'est de la rivalité. Au bout d'un moment, il faut mettre des coups aussi. Il faut montrer qu'on est présent. Et Hufanga a bien compris ça. Et Hufanga prouve aussi qu'il est totalement dans le moule San Francisco. Ça fait depuis le début de la saison qu'on s'en rend compte. Mais c'est le genre d'action, c'est le genre de match où le gars commence à devenir aussi un vrai leader dans cette défense, dans une défense en plus qui a 7 millions de leaders. Donc non, j'ai beaucoup aimé le match d'Hufanga parce que je le trouvais très, très impactant dans tout le match. De toute façon, Hufanga, tous les matchs, je le trouve impactant. On en a parlé déjà l'année dernière. C'était un peu mon chouchou des équipes spéciales. Et je trouvais quand il jouait, il avait ce côté-là. Je ne vais pas me répéter pour la 100e fois, mais bon, vous, les gars, vous réécouterez les émissions, vous verrez qu'on le dit depuis le départ. Et c'est bon, des fois, on a beaucoup de chance. Mais là, on peut dire qu'on a vraiment excessivement de la chance. On va passer au flop. Est-ce que tu as un joueur qui t'a peut-être un petit peu déçu sur ce match ? Si je me souviens bien, je crois que c'est non sur ce match-là, j'ai pas de partie. Je vais encore dire le 69 comme d'habitude, mais bon, après on m'a dit qu'il était blessé aussi, donc McClinchy que je trouve bon en plus ce soir on peut y aller, il n'y a pas Gonzague, donc il n'avait pas été, il avait pas été, voilà, c'est pas un joueur. Hormis ça, non, ça, en ce moment, ça joue bien, ça joue vachement bien de tous les côtés. On ne fait pas trop de bêtises. Il faut, voilà, je pinaillerai plus sur le match des Commanders, mais non, j'ai pas de. Mais vraiment, c'est vraiment pour pinailler. Ouais, je vais dire peut-être un petit cut sur le même poste, le poste de right tackle. Sinon, pour le reste, ça va. Mais ça va, c'est. Oui, non, pas que ça va, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, moi j'ai rien à rajouter là-dessus. Hein. J'ai pas vraiment de flop. Je vais pas non plus. J'ai pas forcément envie non plus de forcer un flop non plus. Oui, si on pinaille, on peut parler de McGlinchey, mais dans l'ensemble. Il n'y a pas de moment qui saute aux yeux où on se dit putain, mais ça c'est bien de la merde, ou celui-là il a fait une connerie. Non, il n'y a rien, tu vois. C'est l'ensemble de l'équipe tourne très bien en ce moment. On va passer au match suivant. Donc c'est le match contre les Commanders. On l'a emporté, donc je l'ai dit tout à l'heure, 37-20 chez nous à domicile. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là du coup ? Peut-être un petit peu plus mitigé sur ce match-là ? Non, moi, ce match-là, je me suis régalé. Je me suis fait un kiff. Je me suis maté le match pendant le repas de Noël. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Donc, je me suis mis le téléphone à côté du foie gras et j'ai regardé le match comme ça. Mitigé. Non, parce que oui, on met du temps à marquer, mais à aucun moment, j'avais aucune inquiétude. Honnêtement, on était contre une équipe qui était en bombe jusqu'à présent, qui est remontée, qui avait juste perdu contre les Giants, mais qui était sur une super série. On les prend, on les plie. Voilà, on a du mal un peu à marquer. Et là, je voudrais, pour tous les gens qui écoutent depuis le départ, qu'on mette du respect sur Réré. Parce que quand même, non, 71 yards, les gars, 71 yards. Et puis quand non, mais voilà, là, je vais être d'accord sur l'ensemble du match. Réré. Voilà. Non, mais il y a ces 71 yards et même sur l'ensemble du match, j'ai trouvé quand même assez présent. Ouais. Assez présent. Il fait pas de réception, il a ses courses de 71, mais même je trouve que ses retours ont été plutôt bons aussi. Donc ouais, non, je vais être d'accord. Mais on a pas mal bitché sur R.M. McLeod en début de saison, et je trouve à raison parce qu'il a eu des débuts difficiles, mais depuis quelques semaines, il est parfait dans son rôle. Et je trouve en plus il a un rôle très intéressant en l'absence de Deebo Samuel, c'est qu'il prend un petit peu ce rôle de speedster, de mec qui va être en in motion sur les jeux, qui va faire les doubles menaces, etc. Et il remplit très très bien ce rôle en l'absence de Deebo. Ah, complètement. Et puis après pour le reste du match, là, le gamin, il fait une interception. Elle n'est même pas de sa faute. Je veux dire, c'est Jennings qui. Oui, en plus, oui. Qui malheureusement, en voulant bien faire, fait mal. Donc, c'est chose qui arrive. Mais sinon, pour le reste, je veux dire, honnêtement, à aucun moment, j'ai eu peur. Hein. Même quand on a pris 3 touchdowns. Mais bon, en même temps, quand on a un peu accéléré, j'ai adoré le premier touchdown de Kittle où je ne sais pas si vous avez vu passer le son ou à l'écrit où il croyait que c'était un safety dans son dos alors que c'est McLeod. C'était Réré qui était juste derrière lui, il va sur le bord touche, je crois que c'était encore un safety, et non, alors que c'était son pote, donc ils sont deux tout seuls, et on voit que le gamin il a quand même un bras qui lui permet de lancer ce genre de ballon. Après Kittle l'a mis un second, où là on se rend compte que c'est
c'est de la puissance à l'état pur. Il change de son axe de course et il accélère. Et puis à ce moment-là, même les mecs n'ont même pas préféré se mettre en face. Ils ont dû avoir peur. Hein. On aurait dit la mer rouge. Mais c'est ça, c'est que. On aurait dit Moïse avec la mer rouge. Oups, ça s'est ouvert. Et wow, il est parti tout droit. Enfin, hallucinant. Ouais, c'est ça. Et puis les pauvres gars, quand ils ont voulu commencer à remonter, Boza, il a dit bon, ben les gars, je vais prendre le titre de défenseur de l'année. Donc il a dit voilà, c'est maintenant, c'est l'instant. Et bon, voilà. Et puis allez, je vais chipoter, mais moi, l'interception de Ward, pour moi, c'est pick 6. Hein. Voilà, ils ont voulu faire revenir l'action, mais pour moi, c'est pick 6. Donc voilà, c'est. Non, je ne suis pas mitigé sur le match. Alors, peut-être parce que c'était le soir de Noël, enfin le 24 au soir, mais non, je n'étais pas mitigé. Je trouve qu'on a fait une belle prestation. Offensivement, c'est. Après, voilà, je garde des choses pour après. Ouais, moi ce match-là, je l'ai pas regardé en direct pour le coup, je l'ai regardé en replay le lendemain et ouais, je vais être d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Il y a la première interception de Purdy depuis qu'il est titulaire, mais elle est vraiment 0% pour lui. Enfin, la passe est bonne et Jennings tente de faire plus et malheureusement la balle saute de ses mains et atterrit dans les mains d'un mec des Commanders, mais il peut pas y faire grand-chose. T'en as parlé, Kittle, encore un match énorme, hein, 2 semaines de suite où il fait des matchs de fou. Un premier touchdown un premier touchdown de receveur profond, donc preuve qu'il est capable de tout faire. Et un deuxième, on avait l'habitude de voir Kittle en yard après contact défoncer des gars sur son passage, notamment cette réception contre les Saints à l'époque où il avait tout écarté, où les mecs ont essayé de le plaquer. Là, je pense que les mecs ont compris. Comme tu l'as dit, les mecs ont compris que si tu te mets en face, quand le mec a pris de la vitesse, non seulement tu vas avoir beaucoup de mal à l'arrêter, mais en plus tu vas avoir mal. Là en fait, et puis même sans forcément que les mecs l'évitent, c'est qu'il a une vraie aussi pointe de vitesse et une capacité d'évitement réelle, quoi. C'est-à-dire qu'il lit bien les positions des défenseurs pour les éviter, et puis au final, il va tranquillement marquer. Donc ouais, non, moi je suis très content de la performance d'ensemble est très bonne. Enfin, on a marqué 37 points en deuxième mi-temps, sur nos 7 drives de deuxième mi-temps, on marque sur 6. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si on doit pinailler un peu, on peut dire qu'il y a eu les field goals à la fin, qu'on aurait préféré mettre des touchdowns, mais enfin, ça reste des points quand même marqués. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis la défense, bah, tu l'as dit, hein. Nick Bossa, il est en train de... Enfin, Micah Parsons, juste ferme ta bouche, t'es même pas dans la discussion, en fait. Mais il n'y a pas de discussion, de toute façon, il faut Il n'y a arrêter pas de discussion. Là, je veux dire, il faut même plus se poser de questions d'un point de vue... il n'y a personne qui fait... Voilà, lui, c'est un véritable game changer quand il est sur le terrain. Et puis, même quand voilà, ils ont tenté à un moment de faire une conversion à 2 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, sac. Merci, au revoir, à bientôt. Voilà. Ouais, donc, ça compte pas, malheureusement. Oui, non, ça compte pas, mais ça devrait compter. Et ça devrait, comme l'a proposé Malheureusement. notre chef, ça devrait compter 2 points pour nous plutôt que 2 points pour l'adversaire. Parce que, voilà, non, c'est assez exceptionnel. Puis, voilà, il y a toute la panoplie. Il y a les sacs, il y a les pressions sur le quarterback, il y a le strip sack où le ballon monte. C'est pas lui. Et si j'ai revu l'action, il s'en va, il a déjà les bras écartés alors que le ballon est en train de retomber, que c'est les gars qui se battent. Il sait déjà que l'action, elle est faite, quoi. Il est vraiment impressionnant. Et pareil, il y avait, vu qu'on enregistre un peu plus tard que d'habitude, j'ai pu un peu fureter sur les internets. Il y a Chase Young qui dit on ne veut pas la même catégorie, c'est pas le même sport. Donc bon, on parle de Chase Young, on parle pas d'un. Enfin voilà, on parle pas d'un pimpin qui joue. Enfin, c'est pas moi, quoi, c'est Chase Young. Donc voilà, c'est Boza et puis tous les autres, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est hallucinant, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est pour ça que cette défense, voilà, elle a pris une branlée contre les Chiefs. Depuis, ils se sont mis en colère. Hein. Wow, con. Bah justement, je vais enchaîner directement là-dessus. C'est sur les tops et les flops. Moi, c'est mon top, hein, Nick Bossa, sur ce match-là. Juste rajouter un truc de tout ce qu'on a déjà dit. Hein. Juste une petite ligne de stats quand même. C'est 7 plaquages. 2 sacs, 2 tacles pour perte, 4 QB hits. Voilà, enfin, le mec est partout. Et voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à redire là-dessus. Si le titre de MVP n'était pas juste un truc dédié au quarterback, je pense qu'il pourrait être dans la discussion aussi. Absolument. D'ailleurs, petite question avant que... Vas-y. Petite question juste avant que tu enchaînes, toi qui connais les 49ers, qui suivent 49ers depuis longtemps, c'est qui les 2 mecs des 49ers qui ont été défenseurs de l'année? Waouh, tu me ramènes donc défenseur de l'année. Il y a que 2 joueurs des 49ers qui ont été défenseurs de l'année. L'autre, je crois pas qu'il ait eu parce que chaque fois il était embêté par comment ça s'appelle, par Lawrence Taylor. Ouais, Ronnie Lott l'a jamais eu, ouais. Voilà.
Si c'est après, ça peut être. Attends, voilà, tu me poses une colle. Qui ça peut être? Il doit y avoir peut-être, et je me bien, parce que pour donner un corner, c'est Sanders, Neon Dion Sanders. Deion Ouais. Sanders en 94, ouais. Voilà, donc je vais te dire, il y a Neon Dion que je peux voir. Après, sinon, et Patrick Willis. Non, c'est plus vieux que ça, c'était en 97. C'était Brian. Dana Stubblefield. Oh putain, lui, je l'ai pas. Alors, lui, je l'ai pas du tout. Je vois même pas qui c'est. En 97? Ouais, mais moi je le connaissais pas non plus, mais de ce que je vois, il a été aussi rookie défensif de l'année en 93 et défenseur de l'année en 97, donc ça devait être quand même un bon joueur, un defensive tackle. Ben, je reverrai des vieux matchs. À part Bossa, est-ce que tu as un autre top sur ce match? Ben oui. Numéro 85, George Kittle. Encore. Voilà, je veux dire, et 2 matchs, 4 touchdowns. Bon, ben. Ah oui, non, mais clairement, sur ces 2 matchs, pour moi, c'est le MVP. Si on prend les 2 matchs en cumulé, c'est le MVP Voilà. de l'équipe. Voilà, c'est juste hallucinant. Quand il joue à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter, mais quand il joue à ce niveau-là, ben, on devient une machine de guerre. Et à l'heure actuelle, il y a toutes les briques qui sont mises en place. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis oui, non, pour en faire, moi je mettrais MVP de ces 2 derniers matchs. Tu dis George Kittle. Moi je dirais le staff. On se rend pas compte. Aussi, bien sûr. Je pense pas qu'on se rende compte à quel point on a un staff exceptionnel. Vous vous rendez compte, les gars, quand même, que on est avec le 3e quarterback. On est avec, sur la ligne offensive, il y a un nouveau, le centre, c'est un mec qui n'était pas là. Tiens, un garde, c'est un rookie, Burford. Bien, je rappelle dans un rookie. Et Banks, il n'avait pas joué l'année dernière. Et avec cette ligne-là, ça joue le feu. Un mec comme Jennings, il a progressé de fou. Un mec comme McLeod, tu disais toi-même qu'il est sur une phase ascendante. Ayuk, il a plus de difficultés. Mais encore qu'il a fait une superbe réception avec accélération, mais les gaz. Ah ouais, non, en fait, je trouve pas qu'il soit vraiment plus en difficulté, c'est juste que le ballon est beaucoup plus partagé en fait aussi. Ouais, le jeu vient pas, le jeu vient pas à lui. Mais voilà, c'est pas sa faute à lui, mais le jeu vient pas à lui. Mais enfin, tous les joueurs progressent, et chaque année tous les joueurs progressent. Et je sais qu'il y en a qui sont fans de draft, mais les mecs comme moi qui s'en tapent. Désolé, Elliot. Ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là à se poser la question à San Francisco de quoi on a besoin l'année prochaine. De rien. De rien, parce que les mecs, ils progressent. Donc, qui te dit que l'année prochaine, Danny Gray ne va pas devenir un receveur profond de folie? Qui te dit qu'Ambry Thomas, non, ça ne compte pas, ça. À part lui, le reste. Non, mais voilà, plus sérieusement, je veux dire, on a quand même un staff qui fait un boulot de dingue. Et chaque année, on nous prend à quand le coordinateur défensif, à quand le coordinateur, le préparateur des quarterbacks. Chaque fois, on nous prend quelqu'un. Et chaque année, on est aussi bon, ou voire meilleur. Et c'est que peut-être Shanahan, il est pas si surcoté que ça, comme on a eu la discussion cette année à plusieurs reprises. Moi, je rajouterais quand même un petit nom dans les tops. C'est un nom qu'on a, je pense, jamais prononcé dans les tops, mais je l'ai trouvé brillant sur ce match-là dans son rôle contre les Commanders. C'est le defensive tackle Jordan Willis. J'ai adoré ce qu'il a fait dans ce match, numéro 75. Oui, je vois très bien. Il a fait plusieurs plaquages importants. Il a récupéré un fumble et il a également eu un sac qui a été rappelé sur un flag pour Charvarius Ward. Mais c'est juste que c'est important d'avoir ce genre de mec-là dans un effectif parce que c'est un joueur de l'ombre qui va pas courir après les chiffres, qui va pas courir après la lumière, mais qui fait absolument parfaitement son travail. Et en plus, quand on est sur un poste où on est un petit peu décimé, c'est le genre de mec qui est bon à avoir. C'est clair. Mais bon, il semblerait que, d'après les dernières rumeurs, Kinlaw a repris et Given serait disponible pour les playoffs. Ah ben moi, de toute façon, plus on a de joueurs de dispo, plus je suis content. Hein, donc on verra bien. On a aussi des nouvelles assez rassurantes pour Deebo Samuel sur sa blessure. Donc tout va pour le mieux, j'ai l'impression en ce moment. Oh, on a quand même les planètes bien alignées en ce moment. Est-ce que tu as un flop pour le match contre les Commanders? Oui. Mon flop, c'est ce manque de finition.
Il y a plusieurs fois où, et c'est là où, bon, je n'avais parlé il y a 15 jours, c'est là que le gamin, il va falloir qu'il progresse un petit peu parce que c'est pas possible d'avoir des drives qui commencent dans les 40 adverses ou dans les 30 adverses et de pas finir par un touchdown. Avec les joueurs qu'on a, il faut arriver à beaucoup mieux jouer. Alors, Chien va me dire, oui, tu pinailles. Oui, je pinaille parce qu'on cherche l'excellence et que oui, cette possession, si on marque 6 fois, mais si au lieu de marquer 3 fois des coups de pied, alors que bon, on avait la possibilité de faire beaucoup mieux, on marque 2 fois un touchdown de plus, on met 14 points au lieu d'en mettre 6. Le match, il est plié depuis longtemps et je pense que le dernier quart-temps, on peut faire jouer l'équipe 3, voire l'équipe 4 et on se fatigue un peu moins. Voilà, c'est sur ces points-là parce que là, ok, ça va, ça passe et tout, ouais, c'est rigolo. Mais je vous rappelle, sans mettre la pression à des guns, mais dans 3 semaines, c'est plus les matchs pour les enfants, hein, c'est les matchs pour les hommes qui vont commencer. Et là, il n'y aura plus le moment de dire oh, on fera mieux la semaine prochaine parce que c'est do or die. C'est clair, je vais être d'accord avec toi là-dessus. Je n'ai pas forcément d'autres flops à rajouter, mais il manque peut-être un peu cet instinct de tueur dans la red zone. Je suis d'accord. Avant de passer à la preview du match des Raiders, dans cet intervalle des 2 semaines, on a appris, la NFL nous a appris la liste des Pro Bowlers. On en a 6 à San Francisco. Nick Bosa, Kyle Juszczyk, George Kittle, Trent Williams, Talanoa Hufanga et Fred Warner. Est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus? Il manque Banks pour faire plaisir à Kevin qui se serait gavé sur son hot take. Mais sinon, pour le reste, c'est une évidence. Je veux dire. Puis bon, il pourrait y avoir McCaffrey en plus. Il n'est pas remplaçant du remplaçant. J'ai pas tout bien suivi leur histoire de Pro Bowl. J'ai pas vraiment fait gaffe pour le coup au backup du Pro Bowl. Je pense qu'il est évidemment dans la liste. Je suis d'accord qu'il aurait pu mériter une place. Voilà. Après, les noms qui sont devant lui sont pas forcément infamants non plus. Il y a des très bons running backs en NFC. Donc, mais dans l'ensemble. Moi, je suis très content de voir Talanoa Hufanga parce que ça fait plaisir de voir qu'un mec du 5e tour de l'année dernière est déjà pro bowler. C'est preuve qu'on a trouvé quand même un bon safety pour l'avenir. Ah, c'est clair. Et puis bon, Juszczyk, on le savait qu'il y serait. C'est le seul mec de son poste en NFL. Voilà, donc c'est pas plus mal qu'il soit respecté. Enfin, il est respecté dans la ligue quoi qu'il arrive. Warner, à un moment, il était 9e. Il y a 15 jours, ça, tu nous disais que Warner. Non, mais c'était sur les votes des fans. En gros, un tiers des votes sont pour les fans, un tiers pour les coachs et un tiers pour les joueurs. Un exemple tout con, c'est que le numéro 1 dans toute la NFL au niveau des fans, c'était Tagovailoa, qui n'est pas pro bowler au final quand les coachs et les joueurs sont rentrés en compte. D'accord. Et bon, voilà, parce qu'après, que Warner, il ait retrouvé une place, c'est logique. Non, et puis ça prouve l'excellente saison qu'on fait, ça prouve qu'on est resté cette année en bonne santé, et puis voilà, et c'est aussi bien en attaque qu'en défense, des joueurs de ligne comme des linebackers, comme des joueurs de troisième rideau. Ça prouve qu'à tous les niveaux, cette équipe, elle est bien coachée, elle est bien structurée, on a des joueurs intelligents, et puis ça valide le travail. Moi, ça me convient parfaitement. Je suis d'accord avec toi, pas grand-chose à rajouter. On peut passer à la preview du match contre les Raiders. Semaine 17 de la NFL, nous nous déplaçons à Las Vegas chez les Raiders à l'Allegiant Stadium dimanche à 22h05. Les Raiders qui font une saison au mieux pas terrible. Et en plus, on l'a appris dans la semaine, ce ne sera pas Derek Carr, le quarterback titulaire des Raiders, ce sera Jarrett Stidham. Donc normalement, ça devrait être une victoire. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Olivier, de ce match à venir contre Las Vegas ? Bon, alors, déjà, je vais faire un peu mon pisse froid. Il fallait bien que dans la saison, je le fasse au moins une fois. Je trouve qu'en ce moment, ça parle trop. Les joueurs de San Francisco, eux, ils parlent pas. Mais c'est très bien. Mais ça parle trop. Dans les power rankings, on est premier de partout. On est les plus beaux, on est les plus forts. On va se calmer, on va dégonfler les melons parce qu'il faut que les têtes elles reprennent leur forme normale et parce que ça rentre pas dans le casque sinon. Et qu'on continue à être sérieux parce que si on n'est pas sérieux et pas concentré, c'est du football américain, on peut se faire défoncer. Hormis le match contre les Chiefs, on a perdu contre 3 équipes. On a perdu contre Denver, voilà. On a perdu contre les monstrueux Atlanta Falcons.
et contre les Oursons de Chicago. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, il faut quand même se rappeler que le football américain, c'est pas ce qui est marqué dans les journaux, c'est pas ce qui est marqué sur Internet, c'est pas les tweets, c'est le terrain. Et ça serait bien qu'on arrive à l'entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, et je voudrais pas qu'on paye l'orchestre avant la fin du bal. Moi, je voudrais qu'on arrive jusqu'au bout correctement. Après, bon, voilà, cette parenthèse, elle est faite. Je sais, j'assume totalement mon âge, je suis un vieux con. Sinon, pour plus sérieusement, par rapport au match, si on joue sérieusement, ça va être réglé. C'est un match qu'on doit gagner avec 2-3 possessions d'écart. Si tout se passe bien, parce qu'on a plus de talent qu'eux, parce que nous, on est une vraie équipe et que ça commence à être un champ de ruines, parce que Davante Adams, il est venu pour jouer avec son copain Derek Carr, et Derek Carr est en train de nous dire qu'année prochaine, il s'en va. Donc, est-ce que Davante Adams, il va avoir envie de se lever le cul sur le terrain dimanche où il va juste cachetonner si en plus tu l'enlèves Davante Adams sur le terrain, il ne reste pas grand-chose. Alors, leur principale force, c'est Josh Jacobs, qui va se retrouver face à notre front seven. Ben, tant pis pour lui. Et puis de l'autre côté du terrain, ben, ils sont pas dangereux, quoi. Honnêtement, les Raiders, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est toujours pareil. C'est un match football américain. Il suffit sur ce match-là, ils mettent 1 ou 2 mauvais coups et ça peut mal tourner. Mais dans l'absolu, on a quand même largement de quoi les surclasser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je vais être d'accord avec toi, mais je vois pas de véritable danger dans cette équipe des Raiders. Ils sont dans une forme très mauvaise. Ils sont pas éliminés de la course au playoff, mais on va pas non plus se voiler la face. Non, ouais, leur saison, elle est quasiment finie. À partir du moment où tu remplaces ton quarterback Derek Carr, qui n'est pas le meilleur quarterback de la ligue, mais qui est quand même un très bon leader, et surtout qui n'est vraiment pas aidé, le pauvre. Moi, c'est un quarterback que j'aime beaucoup, et depuis qu'il est à Las Vegas, il est vraiment pas aidé. L'année dernière, il les a qualifiés en playoff quasiment tout seul. Je trouve que c'est un petit peu manquer de respect à ce joueur, surtout de le faire remplacer par Jarrett Stidham, qui a été drafté en 2019, qui a jamais été titulaire, qui a un passer rating en carrière de 52. Faut être sérieux 2 minutes, quoi. Si c'est pas du tanking, je sais plus ce que ça veut dire. Donc dans l'idée, on devrait normalement assez facilement l'emporter. Par contre, là où je vais revenir sur ce que tu as dit sur la hype, etc., je suis aussi d'accord avec toi, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui s'enflamment. Je dis pas qu'on ne mérite pas d'être premier des power rankings. En fait, je m'en fous des power rankings dans l'idée, mais ça représente en rien vraiment ce qu'est la NFL. C'est juste une forme actuelle, et évidemment, on est l'équipe la plus en forme de NFL en ce moment. Mais j'ai vu certains comptes de fans de San Francisco, surtout aux États-Unis, demander si on devrait pas mettre les mecs au repos dès maintenant. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous êtes des malades. On a encore un deuxième seed à aller chercher pour avoir l'avantage du terrain à part sur Philadelphie, mais avoir au moins 2 matchs à domicile dans ces playoffs. Si on peut dépasser les Vikings, c'est très bien. Et puis, on est en NFL dans une ligue où tu n'as que 17 matchs avant les playoffs. Tu peux pas leur permettre de couper aussi proche des playoffs, parce que les mecs, ils vont perdre le rythme. Donc non, dans l'idée, on va à Las Vegas, on les défonce, et puis si on peut les reposer au 4e quart, on le fait. Mais les 3 premiers, on leur marche sur la gueule. C'est ce qu'il faut. Je pense que les mecs sont motivés, ils sont dans une bonne forme. Le staff, il voit les playoffs arriver, il voit la hype, il voit que les joueurs sont en pleine possession de leurs moyens, ils vont pas laisser passer une occasion comme ça. Et puis autre chose, même s'ils sont plus dans la baie, ça reste une rivalité Niners-Raiders. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde si on pouvait les éclater. Même si j'aime beaucoup les Raiders, j'ai rien contre eux, mais ça reste, même s'ils sont plus dans la baie, Niners-Raiders, ça reste un match historique, et du coup c'est toujours bon à gagner. Totalement d'accord avec toi. Et puis, va expliquer à Boza, on va te mettre sur le banc parce qu'il faut te préserver. Allez-y lui dire en face, moi, j'irai pas. Moi, j'y vais pas non plus. Voilà, pas non plus. Surtout la quand tu es dans notion une du course rythme. au défenseur de l'année et au record de sac. Le mec, il est extra motivé parce qu'en plus, il a la carotte au bout, en plus du jeu collectif. Le mec, il en a. Et puis, c'est des compétiteurs, ils en ont rien à foutre de se reposer, hein. Ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils sont là pour jouer, ils sont payés pour jouer. Leur passion, c'est de jouer. Depuis qu'ils sont gamins, ils jouent, ils adorent ça, sinon ils seraient pas là. Laissez-les jouer. Laissez-les jouer. Totalement. Et puis la notion de rythme, c'est important. Je veux dire, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'une équipe qui se repose, mais quand il y en avait, enfin, il n'y a que le premier de chaque conférence qui se repose. À une époque, il y en avait 2, et souvent, les équipes qui s'étaient reposées, elles avaient du mal à rentrer dans les playoffs, parce que c'est compliqué, parce que ça demande beaucoup d'intensité, et autant une coupure dans la saison, ça fait du bien, ça permet de recharger un peu les batteries, autant là, quand on arrive lancé, il vaut mieux, quand tu cours un 100 mètres, il vaut mieux que tu sois sur
sur les 30 derniers mètres, que tu sois le plus lancé possible. Donc c'est pour ça, là c'est le même principe. Je ne les vois pas se reposer. À la rigueur, si les positions elles sont figées après ce match-là, pourquoi pas le match contre les Cards. Mais si les positions ne sont pas figées, je pense que au dernier match, ça va jouer la gagne, hein. Non, ouais, c'est sûr. Et puis, ouais, tu le dis très bien, les équipes, souvent, ça arrivait pas mal de fois que des équipes first ou second seed à l'époque se trouvent. Et puis en plus, faut pas oublier qu'en plus, ces équipes premier ou deuxième seed l'ont souvent en avance. Et du coup, même se permettait de reposer à l'époque en week 17 des joueurs. Et tout coup, tu as quasiment une coupure de 2 semaines. C'est pas possible de couper 2 semaines avant des playoffs. Tu peux pas, en fait. Le rythme est beaucoup trop important. C'est un sport de contact. Si les mecs s'arrêtent pendant 2 semaines, ils perdent un petit peu, je sais pas, cette notion du choc ou quoi que ce soit. C'est pas viable. Surtout, et surtout, en plus, dans une dynamique comme la nôtre qui est absolument excellente, il faut que les mecs restent dans ce rythme-là. Est-ce que tu as un Factor X pour ce match? Oui, le Factor X, ça va être encore le gamin parce qu'il faut qu'il continue à progresser et voir si on arrive toujours à varier les jeux, au maximum, qu'il continue à prendre des risques et ça va dépendre de lui. Il faut qu'il devienne un véritable chef d'orchestre parce que maintenant, il a des solistes de folie tout autour de lui et ce qu'il va falloir qu'il arrive vraiment à faire, c'est à mettre en musique tout le monde. Et quand je dis mettre en musique, c'est arriver aussi bien à donner à manger à Kittle. Maintenant, je pense qu'il va être un peu plus surveillé que sur les 2 matchs qu'il vient de jouer. Ça veut dire arriver à faire jouer plus que ça Ayuk, le mettre directement dans des conditions où il va pouvoir avoir des ballons et faire des différences, ce qu'il est capable de faire. Redonner le ballon à Jennings. Ok, il en a lâché un, mais il faut lui redonner le ballon rapidement et pas uniquement sur troisième tentative. Et voilà, donc c'est sur le Factory, ça va être le gamin, quoi, voir s'il continue à progresser. J'ai pas trop de doutes parce qu'il m'a l'air d'être sérieux, puis il a quelque chose, il dégage quelque chose de sain, ce gosse. Donc moi j'aime bien, voilà, je trouve qu'il a une bonne tête de gentil et on voit que tous autour ils sont là vraiment pour l'accompagner. Donc ouais, je veux continuer à voir sa progression et je pense que ça va passer par un bon match contre les Raiders. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, mon Factor X, il sera aussi du côté de l'attaque. Ça sera Mike McGlinchey. Pourquoi? Parce que j'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur Trent Williams. Par contre, j'en ai un peu plus sur Mike McGlinchey. Et il va se retrouver soit face à Chandler Jones, soit face à Max Crosby. Chandler Jones, on le connaît, même s'il commence à être un petit peu âgé, ça reste un joueur d'impact. Max Crosby, pour moi, il est un des défenseurs les plus sous-cotés de NFL. Je le trouve extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Il est déjà à 11,5 sacs depuis le début de la saison. C'est un des meilleurs pass rushers de la ligue. S'il se retrouve face à Mike McGlinchey, va falloir que Mike performe parce que tu as parlé de Purdy. S'il a une trop grosse pression sur lui, ça va être chiant. Donc pour moi, Mike McGlinchey, c'est le genre de match où il doit exister. Surtout que je trouve pas qu'ils ont. On a parlé de Davante Adams, mais si c'est un pimpin qui lui lance le ballon, ça devrait aller. Josh Jacobs, je me fais pas trop de soucis sur notre front seven pour pouvoir l'arrêter. On a quand même une plutôt bonne défense contre la course. Par contre, Max Crosby et Chandler Jones me font peut-être un peu plus peur. Pas du côté de Trent Williams parce que ça passera pas, mais de l'autre côté. Ouais, c'est clair. Et puis, faut qu'il évite de faire son spécial, que les jeux soient rappelés et qu'on voit le geste magique du holding numéro 69 et qu'on mange 10 yards parce que ça. Ouais, c'est chiant, c'est je suis d'accord. Des fois, il y a des jolis jeux, et puis d'un coup, tu vois holding, c'est toujours le même, quoi. Donc, voilà. Ou alors qu'il fasse discrètement, qu'on voit qu'il fait qu'il y en ait d'autres qui fassent des holdings. Les gars, aidez-le, faites des holdings pour lui, pour pas qu'il soit tout seul à les faire, quoi. Parce que. Non, mais voilà, mais plus sérieusement, c'est ce que tu dis, oui, ça va dépendre de ça. C'est vrai qu'au niveau de leur pass rusher, ça peut venir, mais je pense qu'on va. Le plan de jeu va faire en sorte soit de lâcher la balle vite, soit de les rendre chèvres avec des actions avec feinte ou jeu renversé qui vont les mettre dans une situation un peu en panade. Et comme c'est pas. Mais oui, c'est le côté négatif qui peut poser problème en Factor X, ça a raison, c'est notre bon vieux Mike. Et alors, du coup, quel est ton pronostic pour ce match? 34-10. 34-10. Je vais être dans ces eaux-là aussi. On va les tordre. Je vais être dans ces eaux-là aussi. Moi, j'aurais dit un 31-14. 31-14. Parce qu'on va prendre un touchdown dans le match et puis on va peut-être en prendre un dans le dernier quart parce qu'on aura fait l'écart et que ce sera les remplaçants. Je vois ce genre de truc-là, mais dans tous les cas, un match assez serein où on peut se permettre de faire tourner à la fin.
on fera pas tourner dans le match, mais à la fin, c'est le moment où, oui, effectivement, dans le garbage time, tu peux te permettre de faire sortir les mecs. Ouais, et puis encore que quand je pense à tourner, moi, par exemple, le match du réveillon de Noël, comme je regardais, mais pas toutes les actions à bloc, il y a un moment, je me suis même posé la question si Boza était blessé, parce que sur 3 ou 4 snaps d'affilée, il n'était pas aligné, alors que le score n'était pas fait. Je trouve que Demeco Ryans, il assure aussi à ce niveau-là, parce qu'il varie énormément les alignements. C'est jamais les mêmes mecs, ça bouge. Et donc, ouais, au niveau. Oui, c'est ça, ouais. C'est super ça va intéressant. être aussi, oui. Ça va être aussi, en fait, quand je dis tourner, c'est pas foncièrement pour faire reposer les gars, parce que même sur le match contre les Commanders, où l'écart était facilement fait dans le dernier quart, on a vu à la fin Tyron Davis-Price prendre beaucoup de ballons, mais au final, c'est McCaffrey qui a conclu. Oui. Donc les mecs, c'est juste pour tous les garder dans le rythme, et aussi pour tous les impliquer, même les remplaçants, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure. On n'est jamais à l'abri aussi de devoir faire des rotations dans un match. Et si tu donnes du temps de jeu à tout le monde, tu satisfais tout le monde, tu gardes une bonne ambiance dans le groupe et tu leur donnes aussi de l'élan. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Et je trouve que c'est bien foutu. Je trouve vraiment que, encore une fois, le travail du staff à tous les niveaux, j'avais oublié ce passage. Il a joué Tyrion parce que la boule de bowling était blessée, si je dis pas de bêtises. Alors, il était sur la feuille, hein, parce qu'il me semble l'avoir vu passer en équipe spéciale. J'ai vu un numéro 24 sur une action d'équipe spéciale, je crois. Mais je pense qu'il était peut-être trop limité pour prendre des courses. Ouais, je crois que c'est ça. Il avait un petit problème à une cheville. Je sais pas si. Moi, je crois que c'est une cheville, mais je suis pas sûr à 100%. Et donc, ouais, non, mais c'est bien parce qu'au moins ça permet de garder tout le monde dans le rythme. Et ça prouve encore une fois l'intelligence du staff. Et ce que tu dis, c'est totalement ça. On sait jamais ce qui peut se passer, une blessure, pas une blessure, et tout le monde est prêt à jouer et à faire les différences. C'est exactement ça. Donc on espère une nouvelle victoire contre les Raiders. Si je ne me trompe pas, ce serait la 9e consécutive. Hein. Arrête-moi si je me trompe. Je crois que c'est mais ça. il me semble que c'est ça. On en a déjà 8 consécutives, donc ce serait la 9e. Et puis après, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour parler de ce match-là. Et du match à venir contre les Cardinals. C'est la fin de ce 26e épisode du Faceful Podcast. Merci de nous avoir écoutés et go Niners. Salut Olivier. Ciao, à bientôt. Come on. Come